Être une femme, c'est terriblement compliqué. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Zéro filtre, un podcast qui t'invite à explorer des sujets dits tabous en toute simplicité. Le jour où les femmes diront la vérité, les journées n'auront pas la même saveur. Dans chaque épisode, plongez dans des témoignages honnêtes, de la confiance en soi à la maternité. Tu as une vraie plateforme. Ce que tu dis a de l'importance. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours. Je ne veux plus tomber. Zéro filtre, présenté par Isaline Ackerman. Votre capacité à changer tout ce qui est démarre ici. Coucou Stéphanie. Hello. Ça fait plaisir de passer dans la réalité. Ouais. Parce que ça fait des années, c'est ce qu'on était en train de discuter en off, qu'on se suit. 8 ans, 9 ans, un truc comme ça, 8 ans. Ouais, oh, écoute, ne dis pas. On est des dinosaures. D'Instagram. Oh, ben alors, tout le monde, dès qu'on passe plus de 4 ans, tu sais, tous ceux qui sont venus après Covid, on est considérés un peu de... Ok, on fait un dinosaure. Voilà, exactement. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir. Oh, ça me touche. On est là pour parler de ton parcours. On est là pour parler de ce qui s'est passé avec Sébastien et comment ça a impacté ton chemin de vie. Oui. Mais avant tout ça, j'aimerais bien que tu te présentes aux auditrices, aux auditeurs de la manière que tu veux. Ok. Donc, je m'appelle Stéphanie. Avant de parler de travail, on va parler de... Je suis juste une femme qui vit sa vie de la manière la plus libre possible depuis très longtemps, avec 4 enfants. Un chéri qui est dans les étoiles depuis 2020. Un chat qui me suit toujours partout. J'ai beaucoup bougé, beaucoup déménagé. Voilà. Et puis au-delà de ça, je suis consultante business pour des femmes chefs d'entreprise qui sont dans toute la Suisse romande. Et puis au-delà, aux États-Unis, en Australie et en Angleterre. Voilà. Ma prochaine question, c'était de te définir sans rôle ni casquette, mais tu l'as presque fait. Sans rôle ni casquette. C'est une question que je pose à tout le monde. Je suis vraiment quelqu'un de... Voilà, je suis une femme qui vit sa vie sans se soucier de ce que pensent les autres. Ça, c'est ce qui me définit. Depuis toujours? Non. Depuis, j'ai eu une première vie avant Sébastien, qui a été mariée il y a très très longtemps. Je me suis mariée à 20 ans. Beaucoup trop jeune. Mais j'ai eu la joie d'avoir mes 2 fils. Et quand j'ai divorcé, au moment du divorce, c'est là où je me suis dit on arrête de... Parce qu'avant ça, je m'occupais de tout le monde. Oui. Sauf de moi. Et oui, on connaît ce chemin. Voilà. Et t'avais quel âge quand t'as divorcé? J'avais 28 ans. 28 ans? Oui. Donc depuis 28 ans, attends. Est-ce que j'ose faire l'hypothèse que tu as appris à t'affranchir de ce qu'on attendait de toi? Totalement. Parce que c'était ça en fait. On avait beaucoup d'attentes, on m'avait projeté beaucoup d'attentes depuis toute petite. Et donc je répondais à ces attentes. Non mais 28 ans, j'ai dit on arrête, ça suffit. T'as été plus rapide que moi. Bravo. C'est la vie. Oui, c'est la vie, oui. Okay. Donc ce qui te définit sans tes rôles et tes casquettes, c'est ça? La liberté. Vraiment la liberté, c'est mon première. Et de faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie, toujours dans les règles pures, mais de ne pas me soucier de ce que pensent les autres, sinon tu fais pas de rachou. Bah, tu me définiras la liberté après, ça m'intéresse. Okay. Mais avant justement qu'on plonge dans ton parcours, j'ai encore une petite question légère, on va dire. C'est quoi ton plaisir coupable quand tu rentres d'une grande journée de travail ou que tu as besoin de décompresser? Alors moi, je travaille de la maison. Je vais déjà à la maison. Quand j'arrête tout, je sors, je vais dans le jardin. Ça, j'adore. Je me pose et je suis face aux montagnes. Et ça fait ça. Ça me détend. Je suis une contemplative. J'aime contempler en silence, dans le calme. Ça, c'est mon grand kiff. Ah, j'adore. Voilà. J'adore. Est-ce que tu es pieds nus quand tu vas dans le jardin? Souvent. C'est qu'on dit qu'il y a une vraie propriété, en fait, Je suis pieds nus tout le temps. propriété, priorité. Oh, on ne sait plus parler français. Le fait de mettre pieds nus, on décharge les ondes négatives dans le jardin. Mais je suis pieds nus tout le temps à la maison. Ah oui. Ouais, je vais mettre rarement des chaussures. Voilà, la petite info qu'on a. Voilà, c'est du podcast de Stéphanie. Bon, voilà, plongeons dans ton parcours. Je l'ai dit en intro, ce qui a marqué ta vie notamment, c'est le décès de ton conjoint. Vous étiez mariés ou c'est ton conjoint? Non, mais j'ai toujours conjoint, c'est plus simple. Oui, de ton conjoint. Ouais. Tu parles justement de se reconstruire. Euh, Comment tu... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi se reconstruire à ce moment-là? Alors, je t'ai dit que j'ai eu 2 enfants, mais il y en a 2 autres.
J'ai 4 enfants en réalité. Il y a 2 que j'ai pas mis au monde, mais c'est les miens. C'est pareil, c'est les siens. J'ai pris le paquet, j'ai pris le papa et les 2 petits, ils étaient vraiment petits. Vous êtes rencontrés, ils avaient quel âge? Alors les 2 siens avaient 18 mois et 5 ans et moi ils avaient presque 3 ans et 7 ans. 3 ans et 7 ans. Donc deuxième amoureux de ta vie, quoi. Ouais, exactement. Et donc j'ai pris tout le pack et quand il est décédé, je leur ai dit: «C'est pas très compliqué, on va pas faire comme font la plupart des gens, c'est-à-dire arrêter de parler de lui, parce qu'on sait que ça crée derrière des traumas, enfin c'est encore pire. Donc on va en parler tout le temps et on va faire un choix et on va choisir d'être heureux». Ça peut paraître bizarre, mais on s'est tous dit que c'était la bonne option parce qu'il aurait voulu aussi qu'on soit comme ça. Parce que c'était un être extrêmement lumineux, très souriant, toujours en train de rire, de blaguer et donc on s'est tout de suite dit et surtout moi en fait, parce que c'était 4 jeunes adultes quand il est mort. Le plus jeune allait avoir 18 ans 3 mois après. Donc mon obsession, avant même d'en penser à moi, c'était qu'eux repartent dans la vie, sur des bonnes bases. Parce qu'ils se sont fait fracasser, très jeunes et donc je me suis donné comme objectif 1 an pour eux, pour les remettre sur les rails, en fait et c'est ce que j'ai fait, en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc reconstruire, D'ailleurs, c'est surtout eux les remettre sur les rails. OK. Et l'effondrement, c'était quoi? Parce qu'il y a reconstruction, c'est qu'il y a effondrement. Bah, l'effondrement, c'est sa perte. C'est à ce moment où la personne n'est plus là, tu as l'impression que tu vas y rester. J'ai eu l'impression que j'allais y rester, en fait, quand je l'ai dans un détail, je sais pas comment tu peux aller, mais C'est toi qui c'est libre à toi. OK. Si tu as envie de raconter comment ça s'est passé? ça alors j'arrive à le faire sans problème, je le fais, je le raconte, enfin, quand on me le demande, simplement parce que les gens ont l'impression souvent que la mort, c'est, et je parle souvent de mort, je parle souvent pas de décès, parce que le décès, c'est un joli mot. Tu as raison. C'est un joli mot qui cache une réalité très dure, la mort. La mort, c'est définitif. Et souvent, on a l'impression que la mort, ça n'arrive qu'aux autres. Et ça arrive, souvent les gens sont très étonnés d'apprendre qu'il est mort déjà à 44 ans et qu'il est mort de rien. Et ça, c'est un message que j'insère passer aussi. Ouais, Ça ça s'appelle m'a choquée, en fait. la mort subite de l'adulte. Ouais. Ça existe. C'est pas réservé aux bébés. Donc en fait, ça c'est 9 novembre 2020. Voilà, on était heureux, on était tellement heureux, on a passé 2 ans à vivre H24 ensemble. Je l'avais mis en retraite, comme je disais. Fin 2018, il avait démissionné et on était partis vivre au Portugal. Après, on avait pris la carte, hop, on était rentrés en France, dans un endroit qu'on connaissait pas du tout, vraiment au hasard, un peu le dos de la fléchette. On s'était installés comme ça. Bref, il était hyper heureux, il venait de réaliser un rêve de gamin, enfin bref, il allait vraiment bien. Et puis, moi, j'étais dans mon bureau en train de travailler, je suis montée, lui travailler, on s'est embrassés, on était très, très, très fusionnels. Et 2 heures après, je suis redescendue. Et ça, il faisait noir dans ma maison. Je me suis dit: «Tiens, il doit faire une sieste». Il y avait son canapé à gauche, il y avait le mien à droite. Voilà, chacun son canapé. Et j'ai posé mon ordinateur et du coin de l'œil, j'ai vu qu'il était endormi. Je me suis dit: «Il dort». Mais mon cerveau a capté qu'il y avait un truc avec son bras. Il y a quelque chose qui jouait pas dans Le la main. bras qui pendait, ouais. Et je me suis dit: il fait l'imbécile» parce qu'il adorait faire des blagues. Et juste après, par contre, j'ai vu sa jambe aussi qui pendait du canapé, l'autre. Et je me suis dit: «Alors tu y crois pas, ton cerveau n'intègre pas». Il n'intègre pas, donc je me suis approchée, j'ai écouté s'il respirait, je me suis dit: «S'il me fait une blague», et je lui ai dit: «Tu étais pas drôle. Tu es vraiment pas drôle, vraiment pas drôle». Et je l'ai secoué et je l'ai touché, je me suis dit: «Ah non, non, on rigole plus là». Et là, pour une demi-seconde, tu comprends qu'en fait, ton pire cauchemar est en train de t'arriver. Et c'est là où tu sais justement si tu es capable, comment dire? Dans les situations terribles, soit on se fige, on peut plus agir, soit on agit. Moi, je sais que je fais partie des gens qui agissent parce que bon, voilà, j'ai agi. En même temps, il y avait personne autour de nous, on n'avait pas de famille dans le secteur. Donc j'ai appelé les secours, tout simplement au téléphone. On était dans un tout petit village, perdu, dans une campagne et le pompier au-dessus m'a dit: «Mettez-le par terre et faites un massage cardiaque». Et je lui ai dit: «C'est pas la peine, il est mort». Et il me dit: «Non, faites-le». Moi, je savais. Donc tu as quand même fait, le massage cardiaque? J'ai fait une demi-heure. Personne ne l'a fait une demi-heure. C'est innommable. Je souhaite ça à personne parce que normalement, on se relaie dans le massage cardiaque parce que ça demande une énergie, mais c'est terrible. Et donc pendant une demi-heure, j'ai fait un massage cardiaque. Les pompiers n'arrivaient pas, ils trouvaient pas, en fait. Ils trouvaient pas. Pendant une demi-heure, j'ai fait ça. Et il y a des choses que tu imagines pas. Moi, j'avais jamais fait de massage cardiaque. Non. Je comprends, voilà. Et je me souviens du bruit des os qui craquent quand tu fais un massage cardiaque. Tu casses les côtes de la personne. C'est des trucs,
innommable. Et qu'on finissait, c'est pas grave, on s'en fout, ça serait pas. C'est pas grave, on fait un feu, ça serait pas. Et au bout d'une demi-heure, ils ont fini par arriver. Et on était dans la deuxième vague Covid. Donc j'ai vu rentrer, j'avais toujours des cosmonautes, des gens en des combinaisons blanches, des pieds à la tête, et je voyais pas leur visage. Alors ça doit te faire un espèce de moment. Ah, ça a été lunaire. Ouais, c'est ça. Vraiment lunaire. Pour le coup, lunaire. Eh bah, tu utilises tout le vocabulaire de l'une. Ouais. Ah oui, mais vraiment, c'était lunaire. Et puis toi, t'es dans ton truc, tu sais plus comment tu t'appelles. J'ai vu aussi donc le médecin et le dentiste arriver. Enfin voilà, c'était des femmes. Ils ont pris le relais, donc voilà, commencé leur truc. Et j'ai vu arriver des gendarmes. Et ton cerveau ne comprend pas. Parce que... Et puis, j'ai appelé ma meilleure amie, comme un réflexe, qui me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas bien, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, oui, bah oui. Qu'est-ce que tu me racontes? Et je lui dis, il est mort. Et ils n'avaient encore pas prononcé son esprit, mais je le savais. Je l'ai su à la seconde. Et à un moment, t'entends l'urgentiste qui dit, on arrête. Et là, tu sais, de toute façon, que c'est fini. Mais t'avais une sorte de certitude de toute manière, toi. Je savais. Ouais. À la seconde où je l'ai trouvé, j'étais suivie. Et Qu'est-ce qu'il savait en toi? Ton cerveau, ton cœur, ton corps? Parce qu'il y a il y a quand même une dissonance. Tu savais, mais tu as quand même exécuté quelque oui, chose. parce que je me suis dit, le pompier, c'est son métier, il a l'habitude, et effectivement, il y a des gens qui repartent. Mais je peux pas t'expliquer. Ok, je le connais, je le connaissais, Oui, oui. donc c'était... L'intelligence, C'est, ouais, voilà. tu sais, c'était son corps, mais il était plus là. Ouais. Et à ce moment-là, quand ils ont annoncé son décès, je me rappelle avoir dit à la médecin urgentiste, je suis pas normale, je pleure pas et je ressens rien. Et elle m'a dit non, c'est normal, ça s'appelle le choc. Et je me disais, mais t'es cinglé, c'est l'homme de ta vie, t'es raide dingue de lui. Toujours après 17 ans, on était comme vraiment... On disait toujours qu'on était, on était deux âmes, enfin, une âme dans deux corps. C'était notre manière de le dire. C'est beau. Et il y a rien qui sortait. Mais figé à l'intérieur. Et tu te dis, mais je suis pas normale, en fait, parce que tu t'attends, enfin, je sais pas, tu t'attends à rien, mais tu vois les films et tout ça. Et elle m'a rassurée. Et elle m'a tout de suite dit, il faut absolument que vous évitiez de commencer avec les SI. Parce que je lui ai dit, oui, si j'étais descendue plus tôt. Elle me dit, non, surtout pas, il faites pas ça. Et je me suis dit, ok, je peux pas le faire. Je pense que je vais bien parce que je l'ai pas fait aussi. De toute façon, j'aurais rien dû faire. C'est ça, parce qu'après, comment t'as su que c'était tombé, le diagnostic? En fait, il aurait fallu faire une autopsie, ce qu'ils voulaient faire à la base. On était en plein Covid. Et les gendarmes m'ont dit, si on fait faire une autopsie, vous récupérez pas son corps avant 6 mois. Je leur ai dit, mais moi, je peux pas survivre là. Les funérailles sont dans 6 mois, c'est pas possible, c'est innommable. Et donc, ils ont un procureur, etc., qui a accepté de pas faire une autopsie, mais pendant 5 ans, enfin, interdiction de faire la crémation comme ils le souhaitaient. Parce que pendant 5 ans, quelqu'un pouvait dire, attendez, c'est elle qui l'a assassiné, non? C'était ma prochaine question parce que tu m'as dit, j'ai vu débarquer des gendarmes. Voilà, donc les gendarmes sont venus. Et à un moment, ils m'ont posé des questions. J'ai pas compris tout de suite. C'est à un moment, ils m'ont dit, mais est-ce qu'on peut fouiller la maison? Oui. Moi, j'en avais vraiment rien à faire. Hein. Ils pouvaient fouiller tout ce qu'ils voulaient. Et à un moment, ils m'ont dit, mais on voit pas de traces de bagarre. Et mon cerveau n'arrivait pas à intégrer ce qu'ils disaient. Je disais, mais on parle de cette bagarre, mais quelle bagarre? Et d'un coup, ça t'a tilté. Je leur dis, attendez, vous êtes en train de penser que c'est moi qui? Et alors, je leur ai donné mon téléphone. J'ai toujours un téléphone sur WhatsApp. On habitait ensemble, 24/24. On s'envoyait une quantité de messages à la journée, le bureau en bas. Et le dernier message sur mon téléphone, c'est un énorme cœur qu'il m'avait envoyé. Non. Et juste avant, il me disait, je t'aime. Les mots exacts, c'est je t'aime, travaille bien tout à l'heure, mon dernier mot. Donc quand ils ont vu ça, ils m'ont dit, ok, on a convaincu la procureure et il n'y a pas besoin. Mais quand même, pendant 5 ans. Mais pendant 5 ans, voilà, on est arrivé au bout des 5 ans, fin 2025. Et mine de rien, il y a eu... Alors les enfants m'ont dit, c'est n'importe quoi. Je dis, oui, peut-être, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, comment ça s'est passé. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, je m'en sortirai pas, c'est fini? Alors, pour tout te dire, on est zéro filtre. Hein. Oui, c'est zéro. Je vais faire 0 filtre. Parce que maintenant, tu es là aujourd'hui, donc on peut... Je vais te le dire comme je l'ai pensé à la seconde où je l'ai trouvé, où je t'ai fait un massage cardiaque. Alors, je suis née catholique. J'ai invoqué tout ce que tu peux imaginer pour me le ramener. Il ne l'a pas ramené. Pour te dire que j'ai un petit peu perdu la foi. Mais pendant que je faisais le massage, je me suis dit, mais je vais pas y arriver, une femme. Je vais y aller avec lui, je peux pas. C'était tellement intolérable, cette douleur qu'il soit plus là. Je me suis dit, mais je vais y aller, en fait. Je vais commettre l'irréparable. Et puis, dans la demi-seconde, j'ai pensé aux 4 enfants. Et je me suis dit, je peux pas leur faire ça. Je peux pas leur infliger une double peine, c'est pas possible.
Je peux pas. Donc pour eux, tu as tenu? Pour eux, je l'ai fait. Ouais, pour eux, je l'ai fait. Mais ils ont tous compris qu'ils connaissaient très bien, hein. D'ailleurs, ils m'ont demandé de déménager tout de suite. Ils voulaient pas que je reste toute seule en bas, loin d'eux, à 700 kilomètres. Ils ont eu peur. Je leur ai dit: «Je le ferai pas. Je le ferai pas». J'ai pensé, mais je le ferai pas. Parce que eux, en fait. De toute façon, si je suis là, c'est eux, hein. C'est eux. Mais dans tout ça, il a fallu aussi les prévenir. C'est ça? Parce qu'après tu le découvres, il se passe tout ça, tu dois les appeler. Les gendarmes m'ont dit: «Vous voulez qu'on le fasse?» Et là, je leur ai dit: «Non, c'est hors de question que ce soit quelqu'un d'autre que moi. Je peux pas laisser des inconnus leur annoncer ça». Mais quel courage. Ah, mais tu pas le choix, en fait. Enfin, je me suis pas donné le choix. Mais effectivement, ça a été, si je dois décrire le pire moment, je crois que c'est encore ça. Parce que je savais qu'au moment où ils allaient décrocher le téléphone, un après l'autre, j'allais exploser leur vie. Oui, 4 fois. 4 fois. 4 fois, il a fallu faire ça et 4 fois, il a fallu les entendre. Leur réaction, ça a été Le double brisage de cœur. ça reste difficile. On dit toujours c'est plus difficile pour ceux qui restent. Mais ça a été dur, ça, le 2. Il y en avait 3 au même endroit et un qui était beaucoup plus loin, qui m'a dit: «Je prends le train, j'avais» et mademoiselle, comme je l'appelle, la seule fille du groupe, avait été rejoindre son frère. Ils se sont rejoints chez des amis et ça, je sais que ça a effondré aussi les amis. Parce que les amis le connaissaient tous, puisque chez nous, c'était la maison du bonheur. Donc tous les copains venaient chez nous, donc on connaît tous les copains depuis tout petit. Et je sais par la demoiselle qu'encore aujourd'hui, ils sont impactés de amis. Ils sont encore impactés, ils sont tous choqués encore, plus de 5 ans après, 5 ans et demi après. Parce qu'ils le trouvaient génial et que c'était quelqu'un de génial. Mais voilà pourquoi c'est important pour moi de faire que les enfants repartent dans la vie bien. Mais comment t'as fait toi, dans ce moment très sombre? Parce qu'on parle, ouais, je t'ai dit courage à moi, mais on pense que les femmes, on est presque courageuses de manière innée. Mais comment t'as fait toi pour t'en sortir? Alors, il y avait donc les enfants, mais il y avait le travail. Le travail m'a sauvé la vie. C'est-à-dire qu'il se passe ça, vous apprenez tout ça, puis après tu retournes au travail? Alors j'ai dû déménager. Donc on était en plein Covid, donc il a fallu faire rapatrier le corps, pas tous des trucs surréalistes, hein. C'est des choses surréalistes. Les enfants sont descendus. Ils voulaient vraiment pas me laisser seule. Je leur ai dit: «Non, non, on va pas. Si, on vient», parce qu'ils avaient tellement peur, ils sont venus. Ils sont débrouillés, ils sont venus. Mais tu t'es sentie entourée là quand même? Ouais, ils sont venus tout de suite, le lendemain, ils étaient là. Mais après on est repartis tous ensemble, enfin, on est remontés. Et Donc excuse-moi, mais vous avez pas pu faire de cérémonie d'enterrement avant 5 ans? ah si, bien sûr, on l'a fait, on est remontés. Mais il y avait, attention, c'est quand même particulier ce que je vais te dire, il y avait une file d'attente pour enterrer les gens. Tellement il y avait de décédés à l'époque. Ouais. On a la vie étant 9 jours. C'est très long. C'est très, très long. Donc on a fait les démarches, enfin bref, voilà quoi. Mais moi du coup, bon, j'ai dû trouver un appartement aussi, parce que je revenais dans la région. J'étais plus là, moi j'étais partie. On trouve un appart en plein Covid, ben il y avait rien, tu pouvais rien visiter. Il y en avait 2 sur un site tout. J'ai appelé un, on m'a dit: «Bah écoutez, on va voir, mais vous pourrez pas le visiter, on peut vous le louer, mais sans le visiter. On vous redit». Et voilà la petite histoire, ils m'ont appelé l'après-midi des funérailles pour me dire: «Bah si vous le voulez, il est posé». J'ai vu ça comme un signe. J'ai pris. Est-ce que c'est trop tôt pour te demander? Dis-moi? Parce que tu viens de dire, j'ai pris ça pour un signe. C'est trop tôt pour te demander c'est quoi le signe de la mort de Sébastien? C'est-à-dire? Parce que dans la vie, tu viens de dire, je pense qu'il y a toujours un signe. Qu'est-ce que ça a fait chez toi, ça a apporté quelque chose de positif? Je suis quelqu'un de nature, je suis ascendant positive et optimiste. J'arrive à voir le positif dans tout. Dans ça, il y a rien de positif. Il y a rien de positif. Comment dire? Tant dans ta personnalité que dans ce que tu as vécu depuis, quoi. Ouais, tu peux me dire pas, enfin c'est l'homme de ma vie. Ouais. Il est plus là, on l'a enlevé. Il y a rien de positif là-dedans. Ça m'empêche pas d'être heureuse par contre Oui, aujourd'hui. c'est pour ça que Ça m'empêche pas d'être heureuse du tout. c'est ce que tu as choisi. Tu dis germe. Tu dis, je reprends ta phrase dans le questionnaire que tu as rempli. Tu dis que le bonheur est une décision qu'on prend au quotidien. Oui, on choisit chaque matin. Ouais. Et c'est pour ça que je te disais, donc au bout de 3 semaines dans cet appartement, je tournais en rond, hein. Tu tournes en rond, puis tu te prends des vagues. Le deuil, c'est des vagues de. J'ai sûr, c'est un tsunami. Tout à coup, t'as une vague qui t'emporte.
et tu as l'impression que tu vas mourir toi-même tellement c'est douloureux, tellement c'est insupportable. C'est une douleur insupportable, en fait. Tu as l'impression que tu vas devenir cinglé et puis très vite, tu comprends qu'en fait, il faut juste laisser passer la vague. Il faut accepter de te noyer dans la douleur et tu en ressors. Donc ça, on a beaucoup parlé avec les enfants, on a beaucoup dit: «Il faut vous laisser noyer dans la douleur et puis on ressort» et on s'est beaucoup dit: «Pleurer lave la peine». Donc on a beaucoup pleuré et au bout de 3 semaines, je me disais: «Mais je vais finir cinglée, en fait. Je vais finir cinglée». Donc j'ai envoyé un message à mes clientes en disant: «Allez, on reprend. Par contre, la condition, c'était personne ne m'en parle. Sinon je vais pas y arriver». J'y arriverai. Donc t'en parlais, c'est-à-dire avec les enfants? Oui. Parce que tu voulais continuer à le faire vivre? C'est surtout que je voulais pas que les enfants se ferment dans la tu sais, si tu exprimes pas, Oui, oui. tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ah, complètement. Donc non, je voulais vraiment et on a toujours parlé, on en parle 5 ans après, il est toujours là dans nos discussions tout le temps. Mais voilà, aujourd'hui, c'est avec plaisir, on en rit, souvent les gens ont peur de parler à ceux qui restent de la personne décédée. C'est une grave erreur. Il faut en parler, ça fait un bien fou. Oui. Non, ça ne fait pas plus de peine, non, ça nous réveille pas des souvenirs on les a vécus tout ça, mais ils sont là. Par contre, en parler nous fait du bien. Oui, on a perdu ma belle-sœur, moi. Alors pas aussi rapide que Sébastien, mais jeune. Moi, j'ai toujours c'est très beau d'en parler. Elle a laissé 2 filles, donc Ah ouais? Pour les enfants, c'est vrai, hein. ah oui. Tout le monde en parle, c'est génial, moi j'adore. Donc en fait, tu as repris, donc tu as appelé les clients. Ouais, j'ai fait des messages, j'ai dit à tout le monde, Allez, c'est parti. on y retourne, mais je veux personne n'en parle. Sinon j'y arriverai pas. Parce que tout le monde était au courant. Ah oui, non, mais le soir, j'ai dû les prévenir aussi. Donc le soir du décès, les pompes funèbres, ils emmènent le corps, des trucs complètement surréalistes, vraiment. Tout se passe le même soir. Ah mais tout se passe le même soir. J'arrive. Pas imaginer. C'est en fait, il faut pas et je souhaite ça à personne. Inimaginable, c'est absolument horrible. C'est comme on voit dans les films, cette fameuse housse blanche qui t'emmène. Enfin, c'est vraiment un truc c'est surréaliste, vraiment. Mais tu as réalisé, enfin je m'excuse, j'essaie de me enfin même si c'est inimaginable comme tu dis, mais parce que tu as eu ce choc, à quel moment ça te frappe que c'est la réalité? Et quand ça se passe vraiment ou il y a plusieurs jours après? C'est tout de suite, c'est au moment, en fait, c'est quand je dois appeler les enfants. Ah d'accord. Ce moment-là, c'est le moment qui marque où je me suis effondrée. Entre chaque appel, il s'est passé un moment parce que j'étais tellement effondrée. Et à chaque fois, les gendarmes m'ont dit: «Vous voulez qu'on appelle?» J'ai dit: «Non». Donc tu étais entourée à ce moment-là, ils étaient là vers toi ou? Les gendarmes? Oui. Avec moi, oui, ils sont restés avec moi. Ils ont été super. C'était une femme et un homme, ils ont été fantastiques. Chaque fois, ils ont été là, vous allez y arriver, vous allez pouvoir le faire. Tu le fais. Tu le fais. Moi, c'est là où ça m'a. Au-delà de moi, c'était eux, vraiment, de leur exploser leur vie, ça a été le plus dur. D'ailleurs, aujourd'hui, j'annonce aucune mauvaise nouvelle. Moi, tout le monde est prévenu. Hein. C'est ma famille, ils savent. J'annonce rien. Moi, j'annonce rien. C'est quelque chose qui t'a marqué ça, d'annoncer cette mauvaise nouvelle? Et ça a marqué les enfants au point qu'aujourd'hui, je ne les appelle jamais par téléphone. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on s'appelle par Messenger, on s'appelle sur WhatsApp, mais jamais je n'appelle avec le téléphone normal. Parce que pour eux, ce sera un signe de... Alors, je l'ai fait sans faire exprès, il y a un mois ou 2. Un de mes enfants qui m'a dit: «Mais pourquoi tu m'appelles au téléphone?» Je dis: «Oh pardon» et en fait, chez tous, ils m'ont tous dit, si je les appelle au téléphone, c'est qu'ils ont la trouille. Ça réveille le truc. Pourtant, ils ont tous travaillé, tout le monde a vu les thérapeutes, tout le monde a été suivi. Mais il y a des choses que tu peux pas enlever. Non, c'est des réflexes. Ouais, c'est des réflexes, c'est ça. Donc après, Donc j'ai dû appeler les clients, voilà, même, parce que du coup, ils l'ont emmené et tu te retrouves seule dans cette maison avec incroyable. avec ce qui reste de ce qu'ont fait les services médicaux. Donc tu as des poches de liquide, de trucs, tu as plein de trucs qui restent et donc 00:30, je me suis fait le ménage. Tu es là et tu fais le ménage dans ton salon. C'est surréaliste et tu remets en place le canapé où il est décédé, c'est un truc de fou. Il reste ses lunettes sur la table, il reste non, c'est surréaliste. C'est fou la fragilité de la vie et je trouve qu'on devrait, c'est là où pour moi ça m'avait choquée. C'est ça, c'est que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Comme ça. Alors qu'en forme, heureux, meilleure partie de sa vie. Mais vraiment, et il me disait encore, en rentrant, il était rentré à Traversant, il me dit, comment on peut s'aimer encore autant après 17 ans? Oh là là. Et c'est aussi pour ça que je vais bien, c'est parce que ça me porte toujours, en fait. Ça se voit dans tes yeux, ouais. Pas toujours là, en fait, c'est là, toujours. Et donc après, il a fallu appeler les clients. Je me suis dit: «Mais attends, mais demain j'ai des calls, en fait. Demain j'ai des clientes qui attendent». Prise de réalité, quoi. Oui, la réalité te rattrape très vite, tu sais, j'ai toujours dit: «Toi, ta vie s'arrête, mais le monde, il continue de tourner. Donc tu es obligé». Donc je me suis dit: «Je peux pas appeler chaque cliente, je vais pas y arriver, en fait, Donc j'ai enregistré un vocal et je leur ai envoyé à toutes, pour leur expliquer. Et je sais que je les ai toutes marquées avec ça. Je suis désolée pour elles, ça m'a fait de la peine après avec Arthur, parce que je leur ai envoyé un message brut, dans toute son horreur et
toute sa vulnérabilité. Il y a une On mot. m'a encore dit l'autre jour, elle m'a dit, je me souviens encore de ce message. Ça me fait de la peine, mais c'est comme ça. Ça te fait de la peine. Pour elle, ouais, j'ai dû leur passer ça, cette énergie tellement douloureuse. Parce que je suis très proche de mes clientes et je sais qu'elles ont pris plein fouet aussi, à leur manière. Et donc, au bout de 3 semaines, j'ai dit, il faut que je reprenne parce que là, c'est pas possible. Donc, j'ai refait un message à tout le monde. Et, allez, c'est bon, on y va, personne n'en parle. Donc c'est là que tu as décidé de plus subir ou... C'est là où j'ai décidé surtout de re-rentrer dans le monde des vivants. Ok. Mais par contre, je t'avoue que 5 minutes avant le premier rendez-vous, et si elle écoute ça un jour, elle s'appelle Myriam, c'est la première, elle sait. Et je me suis dit, je vais pas y arriver, j'étais effondrée, j'étais en larmes. Et en fait, depuis les 3 semaines qui ont suivi son décès, j'avais l'impression que j'avais plus de cerveau, plus de neurones. J'arrivais plus à penser, j'arrivais plus à rien. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que mon job à moi, on me paye pour mes idées, pour inventer des solutions créatives, etc., trouver des solutions à tous les problèmes. Et juste avant le rendez-vous, je me suis dit, mais ça va être catastrophique. Et en fait, j'ai découvert à la seconde, la caméra s'est allumée. Et je me suis rendu compte, alors je sais pas si c'était comme ça chez tout le monde, mais moi j'ai 2 cerveaux. J'ai le cerveau de la peine, le cerveau de la vie, et j'ai le cerveau du travail. Et à la seconde où ça s'est remis en route, c'est reparti. C'est reparti. Et je me rappelle, et je me souviens encore de lui donner des choses, etc., et de me dire, mais d'où tu sors ça? Et vraiment, j'ai l'impression de dissuader, je me disais, mais d'où tu sors elle? Tu te regardais À Lucicor. Et elles me l'ont dit plus tard. Il y a un ami en particulier qui m'a dit, mais moi, elle m'a dit 2 semaines après, elle m'a dit, je sais, on n'a pas d'en parler, hein, mais je sais pas comment vous faites, hein, parce que vous avez toujours des idées de malade, comment vous faites? Je lui ai dit, moi, j'en sais rien, ça marche, on va pas poser de questions. On va laisser ça comme... Quand on se sent comme ça, posons pas de questions, ça marche. Donc c'est ça qui t'a sauvé. C'est ça. Et quand tu dis que la phrase tout le bonheur, tu dis que le bonheur c'est une décision à prendre Le matin. chaque matin. Chaque matin, je me suis levée en me disant, parce que pendant une demi-seconde, une demi-seconde, tu te dis, ça n'existe pas. Et hop, tu retombes. Mais chaque fois j'avais des rendez-vous dans les journées, donc ça venait couper, si tu veux, ce cycle de tsunami que je me prenais. Et puis plus il y avait de clients, plus moins il y avait de temps pour ça. Et c'est toujours là. Et ça dure. Souvent, on pense que le deuil, ça dure 1 an. Je sais pas d'où ça sort, cette histoire d'1 an. La vérité, c'est que ça s'étale. C'est comme le beurre sur la tartine. C'est-à-dire que là, t'es encore en plein deuil. Aujourd'hui, alors, c'est plus pareil du tout. Aujourd'hui, le temps fait quand même son œuvre, cette fameuse phrase que tu peux pas entendre au début, qui te hérisse le poil. Vraiment, parce que tu as l'impression que jamais tu vas en sortir. C'est ça le plus dur. C'est l'impression que tu vas toujours rester dans cet état de douleur intense, permanente. De tsunami, tu disais. Ouais, vraiment, ces vagues qui viennent, qui t'attrapent, qui te clouent au sol. Enfin, t'as ton âme qui explose. Enfin, c'est vraiment horrible. Mais les rendez-vous faisaient que j'arrivais pendant 1h30 à chaque fois, je repartais. Et des fois, j'enchaînais 4-5 rendez-vous. Donc ça, c'était formidable parce que pendant une journée complète, j'avais une pause. Ça m'appelle. Puis après, ça revenait le soir. Mais le temps fait son œuvre au fur et à mesure du temps. Mais il y a des vagues, c'est-à-dire que les dates sont dures. La première année, oui, les fameuses dates. La date de son anniversaire. Les anniversaires de chaque enfant, la première fois. Mais on n'a pas l'air. On a tout fait. On a quand même tout fait. Il est mort 2 semaines avant mon anniversaire. Alors ça, par contre, j'ai refusé. Hein. D'ailleurs, je le fais plus depuis. Plus jamais. Je fête pas. Mais on a quand même fait Noël. Je leur ai dit, on va quand même... il nous mettrait un coup de pied aux fesses si on posait pas. Alors on va le faire. Tu ne saurais pas qu'il te mettrait un coup de pied aux fesses parce que tu fais plus ton anniversaire? Tu crois pas que d'où il t'écoute, là, il te dit, écoute, tu t'arrêtes maintenant? Est-ce qu'il y pensait? Ça fait partie de ces hommes qui connaissaient toutes les dates, tous les trucs. Ah là alors. Ouais, je vais m'y remettre. Je vais m'y remettre. Le cap des 5 ans est passé, je vais m'y remettre. Mais ouais, le travail. Qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que tu vois, c'est délicat pour les proches. Comment tu te fais accompagner par tes proches? Tu conseillerais quoi comme phrase à ce moment-là? Parce que toi, t'as dit la phrase le temps fait son effet, tu l'as su, regarde tes pas. Ouais. En fait, quand quelqu'un. On s'est rendu compte avec les enfants, on aurait limite peut faire un bouquin sur les phrases maladroites ou les trucs à pas dire. On en a beaucoup ri. On en rit. Alors, nous, on a un humour très, très, très dark. Hein. Oui, bah. On a plongé dedans, on l'a fait parce qu'on s'est dit, est-ce qu'il était aussi comme ça? Et on a pu rire. D'ailleurs, on s'est pris un fou rire monstrueux avec 2 des enfants au funérailles. Enfin, non, c'est l'endroit où tu vas choisir le cercueil et tout ça. Ouais, c'est vrai. Mais ils nous ont dit, en fait, c'est normal, c'est la pression. Mais on est vraiment à fou rire, à plus s'arrêter sur un truc. Vraiment, on en rit encore aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a tout ce côté très pratique, choisir tout ça. Oui. Sur le truc. Et on a ri parce qu'ils te présentent des petits coussins en satin rose et on s'est regardé, on s'est dit, il va revenir nous en mettre une, c'est pas possible. Il me pas. Jamais de la vie. Donc on a vraiment, on a ri, on a ri malgré tout. On a toujours ri parce qu'il est comme ça. Okay. Il était comme ça. Ça t'a gardé ça de lui? Oui, on a gardé ça toujours.
Genre qu'il faisait des blagues, on était en train de rire, c'était lui, quoi. Donc on s'est beaucoup marré malgré tout. On a ri surtout le prix de la tombe, combien ça coûte de faire creuser une tombe, tu hallucines quand tu vois les prix, tu dis: «On va faire des trous nous aussi, hein». On s'était dit: «On va devenir pompe funèbre aussi», enfin. On aime beaucoup rire, heureusement. Et donc on a fait Noël. Mais par contre, j'ai demandé à la famille, j'ai dit: «Moi, mes parents, mon petit frère, on fera rien avec qui que ce soit pendant 1 an». On avait besoin d'être tous les 5, tout le temps. Donc on a fait chaque fête, chaque événement, on l'a fait, mais nous 5, pendant 1 an. Mais Aujourd'hui encore, ils ont entre 23 et 29 bientôt, c'est toujours mes bébés les 4. Ça reste, c'est charnel, il y a un truc. il y a un truc. Ouais. Souvent les gens pensent que quand tu as des enfants, je suis une belle-mère, voilà. Des fois, je sais même pas comment on m'appelle. C'est pas pareil, en fait. Chez nous, c'est Pareil. il y a pas de distinction. Et eux se considèrent frères et sœurs tous. Mmh. Ils ont un tatouage commun. Ah, parce que c'est beau. Ouais, ils sont rigolos. Ils ont fait un tatouage avec 4 points. Et chaque point représente un numéro dans la fratrie. Ah oui. Donc, selon le numéro 1, il a un point, premier point plus gros, le 4e, quoi. Donc, on rigole beaucoup avec ça, c'est super chouette. Oh, c'est trop beau. Ouais, ils se considèrent. Charlotte, elle s'appelle Charlotte, la seule fille. Si tu me demandes, elle va dire: j'ai 3 frères. Guillaume, il va dire: j'ai 2 frères, 1 sœur. Pour eux, il n'y a pas de distinction. J'ai failli appeler ma loulou Charlotte. Elle est super. Ouais, voilà. Et tu dis souvent qu'on devrait se rendre compte de ça, de la fragilité de la vie, de que ça peut s'arrêter. Ça a marqué quoi, toi, sur ta vie, cet événement? Alors moi, j'ai toujours eu ça. T'as toujours eu conscience? J'ai toujours eu conscience de ça. Je sais pas trop pourquoi. OK. Mais pour tout te dire, avant sa mort, la veille, et en fait, j'ai eu des signes, si tu veux. Je pense que la vie m'a avertie. Et ça, pour avoir discuté avec d'autres veuves, il y a des groupes de veuves qui existent. D'ailleurs, tu es très heureuse de les trouver quand ça existe, quand ça arrive, parce que Ah, des groupes de parole, de ah, c'est ouais, OK. ouais. Je peux citer un nom? Tu peux citer ce que tu veux. Ressort. OK. Ressort, trouvé sur internet. Ressort, c'est deux femmes fantastiques qui ont vécu aussi la même chose que moi, Mais donc la même chose aussi, qui ont perdu leur conjoint d'une autre manière, mais bon. OK. Et quand moi ça m'est arrivé, ça n'existait pas encore. Et en fait, tu cherches à pouvoir discuter parce que tu as tellement de choses que tu aimerais exprimer. À l'intérieur, c'est dark, hein. Donc tu as besoin d'exprimer, mais tu peux pas exprimer à tes enfants, tu veux pas leur rajouter ça en plus. Donc tu cherches des groupes et ça n'existait pas. Donc elles ont créé ça et c'est fantastique. Ça permet vraiment. Il y a des gens du monde entier, il y a des Français, des Suisses, des Belges, en fait tout le monde francophone. Ça fait un bien fou. Bah, merci, non. Parce que je sais que C'est hyper important les innovations, on peut c'est pas pour ça que je voulais en parler parce que moi, ça m'aurait bien été utile à ce moment-là. oui. J'ai trouvé d'autres endroits, mais c'était pas pareil. Et donc tu as toujours eu cette, connaissance que la vie était fragile? Oui. Donc ça t'a pas rappelé quelque chose, en fait? Ça fait que En fait, on en avait une grande conscience, mais on a eu des signes parce que donc là, quand janvier 2020 est arrivé, je lui ai dit: «C'est bizarre, mais cette année, c'est une année blanche». Il m'a dit: «Ça veut dire quoi?» J'ai dit: «Je sais pas, mais je sais que c'est bizarre, il y a un truc». tu dit: «C'est une année Ouais, blanche». je lui ai dit: «C'est l'année blanche». Je lui ai répété plein de fois. Mais comment c'est tu donnes des couleurs aux années? Jamais, Et là jamais. Et là, il y avait un truc. Je lui disais: «C'est une année blanche». Elle me dit: «Ça veut dire quoi?» Je sais pas, mais c'est une année, il se passe un truc, je sais pas, c'est bizarre. Et puis l'année, elle avançait et s'est formée en moi une sorte de certitude: je vais mourir. Oui, je sais. Je crois que j'ai jamais dit ça. Les enfants le savent, mais j'ai jamais dit à d'autres personnes. J'avais la certitude que j'allais mourir. Mais c'était OK. Parce que c'est moi, donc pas de problème, quoi. Non, mais oui, oui, c'est vrai. tu vois? Mais oui, parce que tu sais qu'il y aura quelqu'un pour eux. Voilà, exactement. Il était solide, c'était le 2e pilier de leur vie, pas de souci. Oui, oui. Et cette année-là, on voulait acheter une maison dans l'endroit où on était et on a visité plein de choses. Et je sais pas, ça n'était jamais on a acheté plein de choses ensemble, on a fait plein de trucs en immobilier. Et là, à chaque fois, je sais pas qui, l'un de nous a sorti ça. À chaque fois, on se disait: «Mais si l'autre doit plus être là, est-ce que l'autre se voit vivre tout seul?» D'où ça sort? On sait pas. Jamais on avait dit ça. Et à chaque maison qu'on a visitée, on s'est dit: «Si il nous disait: "Tu t'y vois vivre seul si je suis pas là?" Ouais, tu avais des signes, en fait. Et la veille de sa mort, je suis sur mon fameux canapé, bon, il a son sien, et je tombe sur un fil, je ne sais pas ce que c'est, je voudrais plus jamais le revoir, d'une femme qui vient de perdre son mari, qui va tous les jours au cimetière, dans sa tombe. Et il me passe à côté et il me regarde et il me fait un bisou comme d'hab et puis il me dit: «Mais c'est beau, tu regardes quoi?» Il me dit: «C'est pas c'est gai ton truc?» Je dis: «Je sais pas». Là, je regarde ça et 2 heures après, je pense, sur le canapé, ça me vient et je lui dis: «Je pense qu'on se mariera jamais, chouchou. On n'arrivera pas à se marier». Il me dit: «Pourquoi tu dis ça?» «Mais non, on se marie l'année prochaine comme on a dit» et cetera. Je sais pas d'où c'est sorti.
j'avais raison, Mmh. malheureusement. Mmh. Parce qu'on voulait m'épouser depuis le premier jour. Ah, j'adore. C'est romantique, dis donc. Oui. Et voilà, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Ça a été compliqué à accepter de pas avoir, Le statut d'épouse ou de pas avoir eu ça avec lui? de pas avoir eu ça avec lui. Ouais. Il avait très envie depuis toujours. Et moi j'attendais, j'avais chaud des froide, tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, je suis en paix avec ça, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Repris les appels avec tes clientes. Donc en somme, on peut dire, si tu me permets ce raccourci, que tu as choisi de pas subir ce qui venait de t'arriver. Je voulais pas que ça Comme un peu à tes 28 ans où Oui. où tu as divorcé, où tu as dit: «Stop, on arrête. on arrête». On arrête les faits. Ben justement, je crois que c'est le moment de nous parler. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, se libérer du regard des autres, d'arrêter de subir sa vie? Parce que ça impacte beaucoup ton accompagnement, envers les femmes. Oui, c'est la base, en fait. Je viens d'une famille où les femmes subissaient les hommes. Vraiment, tous les sens du terme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, j'avais une grand-mère. Alors, j'ai pas connu ma grand-mère paternelle, mais ma grand-mère maternelle, oui. Elle était totalement soumise à son mari. Il lui a fait vivre les pires trucs. Oh là là. La tromperie, tout ce que tu veux pendant 25 ans. Enfin, ça a été terrible. Ouvertement. Et puis, donc, elle avait pas d'argent. Donc, c'est lui qui donnait. Enfin, elle a été battue. Enfin, c'était vraiment nous. Et je me suis toujours dit, c'est hors de question, ça. Ça, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc j'ai toujours fait en sorte moi, déjà de gagner bien ma vie. J'ai toujours gagné plus que mes conjoints. Sans faire exprès, sans le vouloir, c'était pas un problème. Et ne pas être dépendante. Donc du coup, liberté financière égale liberté. Oui, bah écoute, c'est important de le dire. Voilà, il y a des gens qui me disent, moi j'adore quand on me dit l'argent fait pas le bonheur. Et ben, je réponds toujours, c'est que t'en as jamais manqué avant. Parce Oui, qu'il mine de c'est rien. un homme, pardon. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est quand t'en as jamais manqué parce que j'ai fait des grosses bêtises financières dans ma jeunesse. J'ai pas eu d'éducation financière. Ouais, ça c'est rien que, enfin, Voilà. c'est un gros thème, ça. C'est un gros thème. Autant te dire que j'ai appris aux enfants. Oui, bah, on en discutait au téléphone, tout ça, j'ai dit, c'est vraiment, moi, ce que j'aimerais aussi inculquer au mien et quelque chose qui me rend en colère parce que l'éducation ne le fait pas, l'école ne le fait pas, quoi. Alors que on ferait mieux d'apprendre ça qu'un théorème de Pythagore, par exemple. Parce que ça te sert dans la vie. De savoir gagner de l'argent et le gérer surtout. Ouais, donc pour toi, liberté financière égale liberté tout court. Donc, tu as toujours gagné plus que tes conjoints. Tu t'es fait, ça c'est sûr, c'est une certitude. Toujours été, ouais. Parce que je voulais pas être dépendante. Je voulais pas faire comme ma grand-mère et me retrouver à devoir tendre la main pour avoir 1000 balles pour aller acheter des courses, quoi. C'était non. Donc ça t'a marqué, quoi. Ah oui, ça m'a marqué. Et puis la liberté tout court parce que les femmes dans ma famille, elles sont plutôt, je sais même pas le mot, tiens, dis donc. Je vais même pas m'en rappeler comment c'est. Dépendante. Ah. J'aime bien. Ça, c'est même plus le mot. Dépendante des hommes, c'est-à-dire que tu demandes la permission limite pour faire un truc où tu fais rien toute seule. Elle serait toujours qui est l'homme, etc. Bon, après, T'as peur. c'est après une question de société aussi, de temps, tu sais. Ouais, je crois. Avant le droit de vote, le fait d'ouvrir un compte bancaire, on n'avait pas le droit, tout. Maman faisait partie de ces femmes-là. Là. Bah oui, la mienne aussi. C'est clair. Mais voilà, donc pour moi, il y avait tout ça. Et surtout de se rendre compte, je me suis vite rendu compte aussi que chez les femmes, il y a quand même un truc où, alors un homme qui gagne beaucoup d'argent, c'est un cadeau, c'est le meilleur. Ouais. Une femme qui gagne de l'argent, Je sais pas quelle étiquette tu m'as collée. en général, ça commence par un S, voilà. Et puis elle a des dents qui rayent le parquet. Elle a tout un vocabulaire. Ah, magnifique. Négatif. Magnifique, vraiment incroyable. Et c'est très très mal vu une femme qui affirme haut et fort qu'elle a envie de réussir. La réussite, apparemment, c'est réservé aux hommes, sauf chez moi. Après, est-ce que tu crois pas que la nouvelle génération, quand on voit sur les réseaux, ça se décompte quand même? Ça se décante. Mais il y a encore du boulot parce qu'il y a encore un paquet qui sont là-dedans. Il y en a encore un paquet. Moi, ça me fait tout ça. Je suis effarée quand je vois encore certaines choses. Justement, dans ton questionnaire, tu me dis être non conventionnel. Oser sortir du moule, c'est aussi une des valeurs que tu aimes transmettre à tes clients. Oui. Et que tu incarnes. Oui. Mais vas-y, raconte-moi au quotidien comment tu fais. C'est-à-dire que par exemple, je ne vis pas comme monsieur et madame tout le monde. Je n'ai pas la vie de tout le monde. Je n'ai pas un horaire, 9h, 17h. C'est-à-dire que je n'ai pas un agenda qui correspond. Quand mes clientes arrivent, en général, souvent, elles travaillent du lundi au vendredi. Et tous les jours du mois, et je leur dis, mais c'est quoi votre vie idéale? Et là, il y a un grand blanc. Ouais, Personne ne sait. Mais parce que toi, tu poses une question à une femme. Est-ce que c'est déjà posé la question? Eh ben non. Qu'est-ce qu'elle est après? Oui. Elles ne le savent pas. Donc, je suis consultante business, mais en vrai, dans mon travail, il y a une énorme part de travail sur la femme d'abord. Pour lui donner sa vraie place et qu'elle sache, elle, en tant que femme, par exemple, Isaline, en tant que femme, qu'est-ce qu'elle veut?
Vraiment. Et ça demande souvent du temps, hein, d'arriver à faire sortir leurs véritables aspirations, leurs rêves. À quoi vous rêvez? C'est long. Pas à ceux qu'on t'a inculqués. Non. Pas à ceux qu'on attend de Non. toi. Oui. Toi, en tant que femme, Oui. sans ton conjoint, sans tes enfants. Et d'ailleurs, Et sans la société, parce que c'est Voilà. facile en disant non. je leur dis toujours, je veux savoir, vous, oubliez les questions d'argent, du mari, des enfants et de la vraie vie. Vous voulez quoi? Quand on y arrive, ça c'est chouette. Et on y arrive, en général. Et elles finissent par oser dire, et à un moment, on parle d'argent, on parle beaucoup d'argent, parce que, voilà, y a des chiffres. Et quand on parle d'argent, au début, elles me disent, oh là là. Et je leur dis, mais c'est possible. Et toi, c'était quoi tes rêves à toi? Ah, moi, je voulais être chirurgien. J'en suis Le chirurgien de C'était surtout ça. J'avais pas, mon enfance m'a pas permis d'avoir de grands rêves. Et là, aujourd'hui, c'est quoi tes rêves? Alors, j'ai dit il y a quelque temps à quelqu'un, j'ai dit, mais je crois que j'ai tout ce que je voulais, c'est déjà obtenu. Aujourd'hui, aujourd'hui, je rêve d'une vie, je la construis, je me suis en plein dedans. J'ai une vie calme et sereine. C'est ce que je vis au quotidien. Je me suis construit une vie comme ça. Donc, tu parlais de non conventionnel. Donc, oui, ouais. Par exemple, j'ai jamais de rendez-vous le lundi et le vendredi. Et je travaille pas non plus la dernière semaine de chaque mois. Je travaille mardi, mercredi, jeudi, 3 semaines par mois. Voilà, ça, c'est pas conventionnel. Non. Ça me marque souvent les esprits. Surtout les hommes. J'ai un peu de mal avec ce concept. Je me souviens d'un événement de réseautage à Genève. Je me suis retrouvée, je crois que c'était un notaire, un avocat, ils étaient 2-3. Et on parlait, parce qu'il y avait une de mes clientes qui organisait. Et quand ils ont compris que j'étais la consultante de ma personne en question, j'ai eu des remarques comme « Ah ouais, non, mais moi, je l'aurais jamais fait vu la conjoncture. » Je dis « Mais quelle conjoncture? Tu t'attends la conjoncture idéale, que la planète soit alignée pour pouvoir avancer, mais tu fais rien, en fait. » Et on discute, et moi, je rentrais de vacances, je rentrais de 2 semaines en Grèce. Il me dit « Mais tu pars en vacances? » C'était en février, je crois. J'étais bah ouais, je pars en vacances en janvier. « Oui, mais tes clients? » Je dis « Mes clients, je peux travailler à ma distance, c'est pas un souci. » Et donc, il me demande, et je m'explique mon agenda. Il y a eu un grand blanc. C'est tu casses le stéréotype de travailler 8 heures Ouais, midi, 45 heures par semaine, 45 jours. Oui, exactement. On n'est pas obligé de travailler j'ai toujours comme un mulet, en fait. L'esclavagisme est aboli, hein. Et ça n'a jamais Qu'est-ce qui fait que les gens ils foncent comme ça dans ce moule, en fait? La sécurité. C'est ce qui se fait, c'est ce qui se pratique. Tu es dans le moule. Moi, je suis pas dans le moule. Puis en dehors de ton activité professionnelle, il y a d'autres facettes de ta vie où tu es pas dans le moule? Bah ouais, je suis consultante business et je fais de l'astrologie. On te dire, je suis pas dans le moule. Je suis contente que tu répondes comme ça à cette question. Je m'attendais à ça. Oui, ça, yes. C'est Je exactement. fais de l'astro, je fais de la cartographie. Oui, mais je fais G5, c'est du human design pour le business. J'ai étudié des outils qui sont pas du tout conventionnels. Oui, mais moi, je suis convaincue de ça. Tu sais pourquoi? Parce que tu as dit avant, juste quelques minutes plus tôt, que tu travaillais sur la femme, d'abord reprendre sa place parce que... Et même moi, je suis convaincue de ça. Tu peux avoir tous les outils du monde, tu peux avoir toutes les formations du monde. Si toi-même, tu as des blocages, si toi-même, tu n'es pas en accord avec ton business, si tu as des peurs, des insécurités, ben en fait, tu peux avoir tout l'argent du monde aussi. Tu n'arriveras nulle part. On n'arrive nulle part. Donc, mon outil pour tout ça, c'est l'EFT. C'était ma première entreprise. J'ai d'abord, quand j'ai quitté les Nations Unies, j'ai quitté les Nations à Genève et je me suis lancée en tant que thérapeute, en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté rapidement? Oh, le du burn-out. Et un ras-le-bol de la cage dorée. C'était génial. Un ras-le-bol de la cage dorée. Ouais, j'ai passé 7 ans fantastiques. J'ai rencontré des rois, des reines, des présidents, tout ce qui fait rêver le monde entier. C'était sympa. Je gagnais beaucoup bien ma vie, évidemment, on me connaît, hein, mais ça me nourrissait pas, en fait. Je m'éteignais à petit feu. Ça, c'est quand même beau. Tu sais, j'en connais beaucoup. Enfin, j'en rencontre pas mal des femmes. On a tous ça. On s'éteint. Pendant un temps, moi, j'en avais marre. Tu avais déjà tes enfants, là? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc, EFT. Tu es un thérapeute. Pourquoi l'EFT? J'avais découvert la méthode en 2006. Ça commençait à dater, on parlait de dinosaures au début. Voilà, on y est. Bienvenue dans ma vie. Et je me rappelle avoir découvert ça aux États-Unis, imprimé le livret que le fondateur qui est décédé il n'y a pas longtemps, Gary Craig, avait fait pour expliquer, etc. J'avais lu, puis je m'étais dit, laisse tomber, quoi. C'est trop beau pour être vrai, c'est con ce truc. Et j'ai mis le livret sous mon lit. Sans trop y croire. Ah, j'y croyais pas tout, j'ai même pas testé. C'est pas possible, comment veux-tu? Ah, t'avais un frein. Mais total. Ouais, j'ai beaucoup changé. Bah, c'est là où on voit le chemin de... Ah oui. Et donc, 20 septembre 2008,
c'est l'anniversaire de mon fils, du numéro 1. J'ai même sur des numéros, 1, 2, 3, 4 dans l'ordre de H, Guillaume pour me nommer. Je peux pas me lever. J'arrive pas à sortir du lit. Physiquement, je ne peux pas sortir. Et je me dis, qu'il se passe quoi hein que Je suis pas connaissable, la façon. Ouais. Tu te dis, je fais pas bien, je suis cinglée, il y a un problème. J'y arrive pas, en fait. Donc, je appelle le coup et je dis, mais je peux pas venir, en fait, j'y arrive pas. Et j'ai fini par arriver à me dire au bout d'un moment. Je me dis, il y a un problème, je sentais que j'étais pas bien, mais j'arrivais pas à mettre de mots sur ce que j'avais. Et j'ai rendez-vous pour mon médecin. Je suis arrivée, il m'a dit, qu'est-ce qui va pas? J'ai pas pu répondre. Hein. Je me suis effondrée en larmes, moi qui pleurais jamais avant. Tout est sorti. C'est tout sorti. Et là, je me suis dit, il va falloir arrêter le téléphone. Donc, là, j'ai quitté. Et à ce moment-là, je me suis trouvée, j'étais en arrêt maladie. Je me suis trouvée sur mon canapé, des journées entières, à attendre que le temps passe. Et quoi? Vide. Ah ouais, vide. De l'intérieur, il n'y avait plus rien. Vide. Et un jour, je sais pas, au bout d'un mois, plus que ça, je t'aurais attendu depuis là-haut, un mois ou deux. Je me suis dit, mais j'en ai marre, en fait. Je vais jamais avancer parce qu'il me proposait des antidépresseurs que j'ai pas voulu prendre. Enfin, c'est soigner le symptôme, mais pas la cause, ça. Et puis, un jour, je sais pas, je nettoie sous le lit. Et je retrouve ce livret. Et je l'ouvre. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que tu as à perdre? Oui, c'est absolument rien. Donc, de toute façon, j'étais toute seule toute la journée. J'avais rien d'autre à faire. Vas-y. 15 jours plus tard, il n'y avait plus de burn-out. Parce que tu as fait directement sur toi. J'ai appliqué l'EFT sur moi. Et je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc quand même. Donc, j'ai formé avec Gary Craig, le fondateur, des méthodes pour se former. Je me suis mangé 300 heures de formation, je pense. Et je me suis dit, bon, j'essaie sur quelqu'un d'autre quand même. Et puis, j'avais une voisine qui était adorable, qui s'occupait des enfants aussi, et puis qui repassait notre linge. Qui un jour me ramène le linge, et elle avait une sale tête. Elle me dit, non, mais je suis dans ma période de mon cycle menstruel, et du coup, j'ai des migraines absolument horribles. Ah oui. Et je lui ai dit, tu voudrais pas essayer un truc? Mais elle me dit, au point où j'en suis, vas-y. Et en 1 heure, elle n'avait plus de migraines. Ça faisait 17 ans qu'elle avait des migraines. Et elle me dit, il n'y a rien. Elle fait partie d'un programme expérimental de médicaments, et rien ne se faisait passer. Et elle me dit, écoute, si ça revient ce soir, je viens te voir. Et elle est pas revenue. Elle est revenue le mois d'après. Elle me dit, c'est arrivé, viens, on fait ton truc. On recommence ton truc. On a mis une demi-heure, c'était réglé. Et au bout du 3e mois, elle revient. Et en EFT, tu vas chercher les choses. Bon, je ne vais pas l'expliquer, mais tu peux. Et j'avance sur un sujet. Elle me dit, non, mais ça n'a rien à voir. Puis viens, on y va. C'était la mort de son chat quand elle avait 18 ans. Elle me dit, mais ça n'a rien à voir avec mes migraines. Vas-y, on y va. Bingo. C'était son meilleur ami à qui elle n'a pas pu le pleurer. De ce jour-là, on était février 2009, elle n'a plus jamais eu une seule migraine. Ça a transformé sa vie. Je comprends mieux la phrase « si le corps n'exprime pas, ça s'imprime ». Ouais. Que tu as dit avant. Ouais. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et plus jamais une migraine, c'était fini. Terminé. Donc depuis là, tu décides de faire de l'EFT. Alors je décide de rien, on me pousse. C'est-à-dire qu'elle m'a dit non, mais attends, c'est un truc de malade, tu te rends pas compte, tu as fait ce que les médecins n'ont jamais fait. Oh. Disclaimer, je ne suis pas un médecin. Et elle m'envoie une copine, mais je voulais pas, elle m'a dit si, elle a besoin de toi. Et d'une copine à une autre, je me retrouve on me pousse en fait. Moi, je me retrouve à faire ça. Et à un moment, je prends un cabinet. Je crois pas à Évian. Tout au fond, tu sais. Ouais, la France, tout au fond, à la frontière. Et je me retrouve avec des gens qui viennent, qui me trouvent. Je ne sais pas comment, parce que personne ne connaissait l'EFT en 2009. Hein. Bah oui, bon, on parle d'un temps où un aragramme, tout ça. Ça n'existait pas. Voilà. Facebook venait de démarrer. C'est le site internet, hein. Voilà, le site internet. Et puis on était 3 thérapeutes EFT en Europe. Il y en avait un je sais plus où, en France, en Belgique, puis moi. Ah waouh. Et le bouche-oreille a commencé à faire son effet. J'avais beaucoup je disais à mes clientes que j'ai aujourd'hui, beaucoup d'infirmières qui traversaient depuis Lausanne pour venir me voir. Du coup, tu commences ton activité professionnelle comme ça. Et qu'est-ce qui t'oriente vers le business coaching alors? À nouveau, pas moi. Donc, écoute, j'ai suivi les chemins. Non, je me suis au bout de... toi, t'imagines bien que passer d'un salaire des Nations Unies à thérapeute, autant te dire que ça fait... c'est un petit choc, à mon avis. Un gros choc qui a créé des grosses dettes. Après, j'ai fait ça vraiment à l'arrache, on va dire. Je recommande à personne de faire ce que j'ai fait. C'est une très mauvaise idée. Et au bout d'un moment, tu te dis, il faut quand même que je gagne de l'argent. Donc, je cherche sur Internet comment développer son entreprise. Et je ne trouve rien dans le monde francophone. Et vraiment rien. En 2009, il n'y a rien. En 2008, 2009, il n'y a rien. Donc, je regarde, je parle anglais, du côté américain. Et là, les portes s'ouvrent. Donc, je me forme aux États-Unis et j'applique. Et au bout d'un mois, mon chiffre d'affaires, il fait x5. Et dans l'espace où je pratique, il y a 2 autres thérapeutes. Et elles me disent, mais attends, il y a plein de gens à toi dans la salle d'attente. Il se passe quoi, là?
Et je leur explique, elles me disent: «Non, mais on parle pas anglais, est-ce que tu voudrais pas nous montrer?» Et donc j'ai commencé à prendre des séances avec une des collègues et je lui explique, en fait. Et son activité se met à cartonner. Et elle me dit: «Non mais Steph, il y a un truc là». Elle me dit: «Toi, tu as l'air évident, mais moi, c'est pas évident, mais toi, ça a l'air évident». Elle me dit: «Attends, j'ai une copine à Genève qui a» et je me retrouve à la copine qui a une salle de sport à Genève qui tourne pas du tout, c'est de la cata et cetera, depuis des années, ça va. Et je me retrouve à aller faire ça chez elle et moi, je suis tétanisée. Je me dis: «Mais je suis un imposteur, je suis personne, quoi». Et en plus, ce jour-là, je vais chez elle, je prends une somme ridicule parce que j'ai tellement peur de faire n'importe quoi. Et il y a son mari qui est là et qui tout le long dit: «De toute façon, ça marchera pas». Énergie, mais oui. Ah non, mais tout le long, ça a été et je me disais: «Qu'est-ce que tu fous là? Ça va être horrible». Et je lui mets quand même en place un plan et cetera. Et moins de 2 mois après, le téléphone sonne et c'est le mari. Il me dit: «Je vous dois des excuses». Bon, bravo. Bravo, au moins il a le mérite de s'être Il me dit: «Ça a changé sa vie». Et donc on est en 2026, elle est toujours là sur la place de Genève. Elle cartonne. donc vraiment, tu as le cerveau, orienté solution. C'est là que ça se met en place. Et c'est là que c'est en place parce que du coup, elle me parle d'une autre et cetera et je me retrouve avec des gens qui viennent et du coup, sans le vouloir, je transitionne je fais de l'EFT à je deviens consultante business. Alors du coup, tu dois avoir beaucoup de femmes, toi, depuis. C'est quoi la croyance qui les bloque le plus? Celle que tu vois le plus C'est le manque d'estime d'elle-même. C'est le manque d'estime. Le manque de confiance. La confiance et l'estime, elles sont très liées. Elles sont pas capables. Je vais pas y arriver. Je sais pas. Je sais pas capable ou je sais pas faire. Et alors, il y a aussi la comparaisonnite aiguë qui est Redis-moi ça, là. la comparaisonnite aiguë. C'est une maladie très, très, très répandue chez les femmes qui passent leur temps, même quand elles sont incroyables, à se comparer à la terre entière et donc elles sont toujours plus nulles que les autres. Moi, elles ont interdiction de dire je suis nulle. Dès qu'elles disent un truc qu'elles ne doivent pas dire, je leur demande littéralement d'annuler. Je dis je veux entendre, j'annule. Je les oblige à dire j'annule. Il y a un exercice pour les enfants là que j'aime bien justement détourner pour les femmes pour ça. Quand on dit je suis nulle, je vais pas y arriver, c'est comme si tu regardes à travers une fenêtre puis que tu vois tout le monde qui arrive mieux que toi. Mais si tu oublies que tu regardes pas à travers une fenêtre, mais que tu regardes à travers un miroir, puis comment toi tu te regardes? Est-ce que vraiment tu te trouves nulle? Si on se compare en fait, c'est pour faire un raccourci aux enfants pour leur dire que si tu te compares à toi hier, en fait, c'est juste toi par rapport à toi. Déjà, ça permet la Comparaisonnite aiguë. Je la pratique beaucoup avec les clients. J'entends beaucoup, je la vois beaucoup. Donc pour toi, c'est ça et plus le fait de manque d'estime de soi et manque de confiance. Qu'est-ce que ça donne après sur le business alors? Elles n'arrivent pas à développer comme ils voudraient. Elles ont des aspirations, elles ont envie, mais ça stagne. Et souvent, alors il y a l'argent. Parce que ça, chez toi, c'est récurrent. C'est-à-dire que tu coaches aussi pour la liberté financière. Ça fait partie du travail, en fait. Souvent, on me dit qu'est-ce que tu fais? C'est trop difficile de l'expliquer parce qu'en fait, je mets la main dans tout, en fait. Parce que tout est lié. Chez les femmes, tu sais, chez les hommes, j'en parle régulièrement avec les hommes. L'homme, quand il sort de chez lui, ses problèmes personnels n'existent plus. La porte est fermée, ça n'existe plus. Je sais, je vais avec un homme depuis 23 ans. Merci. C'est pas un spoiler. Que nous, les femmes, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout avec. On prend tout avec. T'as vu, avant qu'on enregistre, tu te dis, il y a ma fille qui m'appelle, elle m'harcèle, alors que je suis au travail un peu là. Mais c'est ça. Et nous, on emmène avec nous. Et donc, si tu t'es pris la tête le matin avec ton mari, tu vas emmener ça avec toi au travail. Tu n'arrives pas. Elles n'arrivent pas à se concentrer, à être focus sur leur objectif, sur leur travail. Est-ce une qualité ou un défaut, du coup, d'emmener tout ça avec nous? Je ne sais pas si c'est un défaut, une qualité, mais en tout cas, ça n'aide pas. Et moi, je leur apprends à lâcher ça. Et donc, du coup, l'EFT est toujours là. Ouais. Au début, je ne voulais pas l'utiliser. J'avais une sorte de barrière. Je ne vais pas refaire ça. En fait, est-ce que l'EFT, mais astro... c'est mieux après. Mais l'EFT, c'est l'outil qui est extraordinaire, qui permet d'éliminer. On élimine toutes leurs peurs, on va les chercher, leurs croyances. Et c'est enfoncé là-dedans. Enfin, il y a vraiment des trucs incroyables par rapport à l'argent. Et c'est toujours lié à l'enfance, toujours. Aux parents. Les petites phrases bien assassines des parents. Ou les phrases juste entendues comme ça. L'argent ne pousse pas sur les arbres quand même. Hein. Ah, je suis sûre. Ouais. Voilà, toutes ces phrases-là qui ont l'air de rien. Mais alors, il faut aller les chercher, il faut les nettoyer. Et l'EFT nettoie en profondeur et ça ne revient pas. Ah, j'aurais dû venir te voir tout de suite. Nettoyer mon tais-toi, t'as rien à dire jusqu'à 18 ans. Ah, ça. Voilà. Il y en a beaucoup. Je devrais écrire un bouquin sur tout ce que je peux entendre depuis tant d'années. Mais oui, c'est ça, vraiment. Et du coup, ça les empêche Elles osent pas. Et tu as un exemple merveilleux qui m'a partagé de femme qui est venue te voir
qui t'a partagé un secret et que tu as accompagné. Tu es d'accord de nous partager cette histoire? Alors d'abord, je vais dire pourquoi je peux le partager maintenant. Oui. Parce que ça date. Oui. Et c'est quelqu'un qui n'écoutera jamais le podcast et vous ne saurez jamais qui c'est. Donc effectivement, alors je fais ma part de bénévolat, comme je le dis. Quand il y a des femmes, parfois, je sens, je ne peux pas expliquer, mais elles aimeraient travailler avec moi, mais elles n'ont pas le budget. Je ne peux pas aider la terre entière. Je suis pas. Parce qu'il y a les Saint-Bernard croisés Mère Teresa. Oui, ça aussi. Les femmes sont les Saint-Bernard croisés Mère Teresa, beaucoup. Mais parfois, je sens qu'il y a des femmes avec qui je sais qu'elles ont un potentiel de dingue et ça m'embête de ne pas pouvoir leur donner un petit coup de pouce. Donc, je dis rien et je fais ça en off. Et cette femme vient me voir et on commence à travailler avec une entreprise une entreprise, mais qui marchait pas très bien. Et dans la discussion, très vite, je la vois quand c'est les larmes aux yeux et elle me dit: «Il faut que je te dise, je me prostitue. Parce que j'arrive pas à gagner assez pour nourrir mon enfant». Alors, autant te dire que. Et elle me dit: «Je l'ai jamais dit à personne», mais je sais même pas pourquoi je te le dis, mais je pense que je peux avoir confiance en toi, tu peux l'aider évidemment. Parce que personne ne saura jamais qui tu es et ça sortira jamais de là, en tout cas, personne ne saura jamais qui tu es. Mais je lui dis: «On va faire un truc, c'est que je te promets qu'on va te sortir de là». Et je lui dis: «Est-ce que tu as je dis toujours à mes clientes quand elles viennent avec moi: «Il faut que tu aies confiance en moi à 100%, sinon c'est pas la peine de venir travailler avec moi». Et elle m'a dit: «J'ai aucun problème». Donc j'ai dit: «Bah, on va mettre un plan en place». Donc on a mis un plan. Et il y avait là, pour le coup, des barrières. Je suis pas capable, aucun employeur voudra de moi. Je dis: «Il faut trouver un job, en fait». Bah, trouver un job. Être entrepreneur, c'est pas une fin en soi. Si tu n'en vis pas, faut retourner travailler en salariat. Oui. C'est normal, quoi. Il y a pas de gloire à être entrepreneur, hein. Et elle me dit: «Mais personne voudra de moi». Je dis: «Donne-moi ton CV, on va regarder ça». On lui a retravaillé son CV et je lui dis: «Mais il y a des choses. Tu peux faire. On peut faire ça, ça. Vas-y, postule là et là». Et vraiment, les amis, j'y arriverai pas. Je dis: «Tu postules et on en reparle après». Elle a postulé et moins d'un mois après, elle avait un job et le job idéal. Vraiment à côté de chez elle, qui lui laissait le temps de continuer son activité indépendante, qui lui a permis de plus jamais se prostituer. Et une de ses grandes craintes, c'était: quel homme voudra de moi? Et je lui dis: «Mais tu sais, t'es pas obligé de tout raconter. Comment tu veux qu'il le sache? Est-ce que tu fais ça par plaisir? Non. T'as une nécessité qui fait que t'as dû le faire. T'es pas obligé de lui dire, en fait». Les femmes ont souvent l'impression qu'elles doivent absolument tout raconter dans l'état. Et des fois, il y a des choses qu'on ne doit pas dire, je pense. Et quelques temps après, très peu de temps après, mon message extraordinaire m'a dit: «J'ai trouvé l'homme, il est extraordinaire, il s'occupe de mon enfant, ils sont toujours ensemble d'ailleurs». Mais ça a changé sa vie et c'était beau à voir. Ouais, c'est trop beau. Ouais, c'était magnifique de la voir après, tellement soulagée, parce qu'elle m'a aussi raconté certaines scènes et tu te dis: «Waouh, vivre des trucs pareils, c'est humain, quoi». C'est quoi du coup, dans cette transformation, c'est quoi qui a le plus de sens pour toi? Mais c'est qu'aujourd'hui, elle a pris sa vie en main. Elle contrôle sa vie. En tout cas, elle a repris les rênes. Elle est plus sur le siège passager, elle est sur le siège conducteur. C'est beau ça, c'est ce qui se sent à travers maintenant que je te connais un peu, moi. C'est ça que tu as envie de donner aux Ouais, femmes. c'est ça. De prendre tu prends le volant, en fait. Tu n'es pas passive à côté, tu décides de ce que tu vis. Et rien n'est. Il n'y a pas de fatalité, en fait. C'est pas parce que c'est compliqué aujourd'hui que ça sera compliqué demain. Mais après, c'est des choix. Toi, cette femme, elle a fait le choix, de me dire, Oui. son plus gros secret, tu m'étonnes. 2, de me faire confiance. Et 3, de suivre le plan et d'y aller, quoi. Et après, elle a arrêté la boîte qu'elle avait parce que ça ne lui convenait plus, puis elle a lancé autre chose. Donc, ça l'a épanouie, mais comme une fleur. Enfin, c'est un truc de dingue. Elle a fait des choses derrière. Non, on dit toujours ça les fait papillon, quoi. Ah, mais vraiment, c'était beau, vraiment, c'était vraiment chouette. C'est trop beau. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas parler un petit peu de tes autres outils rapidement quand même, qui sont, je trouve, tellement, comme tu dis, pas conventionnels au monde business et pourtant je suis sûre qu'ils t'amènent quand même des clés importantes en termes d'accompagnement. Donc toi, tu les appelles, c'est l'astrocartographie. Je dis parce que j'ai pas l'habitude de ce terme. L'astrologie, bon, ça je Ouais, connais. astrologie et astrocartographie. Donc l'astrologie, tout le monde connaît. Alors, le problème de l'astrologie, c'est qu'elle a une mauvaise presse. Parce que quand on dit astrologie, les gens pensent Marie-Claire, Marie-France. Bon, moi j'ai de l'astrologie un peu plus poussée, j'ai des Voilà. sorcières, donc ça va. Voilà. Donc voilà. Mais en général, les gens pensent à ça. Évidemment, l'astrologie des magazines, on est très très loin de l'astrologie réelle, hein. Voilà. Et l'astrocartographie, c'est l'astrologie des lieux. C'est-à-dire que il y a des endroits qui sont vraiment porteurs. Il y a des endroits qui vont te porter. Ça, je crois fort, mais je savais pas. Pour l'expérimenter, c'est incroyable. Donc, il y a des lieux qui vont te porter pour ton entreprise, des lieux qui vont te porter si tu cherches l'amour, et des lieux qui vont te porter si tu faut trouver l'endroit où tu as envie d'y, faut être bien, vraiment bien. Si tu as déjà expérimenté, et des fois, tu vas dans certains endroits qui peuvent être paradisiaques, tu te sens pas bien. Ouais. Et quand tu regardes l'astrocartographie, tu peux être sûr qu'il y a des lignes qui font que ça induit ça.
C'est par rapport à ta naissance et tout ça? C'est par rapport à ton thème de naissance. On part de l'astrologie, évidemment. Et ça, c'est placé sur une carte du monde. Et on voit où sont les planètes au moment où tu es né. Et là, on sait. Donc, par exemple, moi, la Grèce, quand je veux booster mon business, je vais souvent en Grèce. Je sais pourquoi j'y vais. J'y vais jamais par hasard. C'était ma question. Est-ce que toi, ça t'a déjà aidé Bien à sûr. prendre des décisions importantes Alors, l'astrologie, si tu veux, ça permet surtout, l'astrologie, c'est un outil. Moi, je fais du prédictif aussi, c'est-à-dire que il y en a qui font l'astrologie plus comme ça, pour le thème de naissance. C'est bien de se connaître. Et moi, j'aime bien toujours aller un petit peu plus loin. Et j'aime bien savoir, j'aime bien voir où je vais. Ça aide beaucoup, par exemple, quand tu as des années où, moi, je savais, à partir de 2023, je savais qu'au niveau de ma carrière, il allait y avoir du flottement. C'est-à-dire que les clientes étaient toujours là, mais moi, j'étais en flottement. Des doutes. Tu sais plus, vraiment, je donnais qui. tu parles à quelqu'un qui n'arrête pas de ne sait plus. Donc, Mais en fait, je savais de quoi ça venait, je savais ce qu'il y avait dans mon thème qui induisait ça. Et je savais que ça se terminait à quel moment. Et au moment, l'année dernière, en juillet, je savais qu'il y aurait et ça n'a pas loupé. Au moment où c'est intervenu, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous, en fait? Tu sais très bien que je suis retombée amoureuse de mon entreprise. J'ai réalisé qu'en fait, ma clientèle elle est là. Voilà, je ne sais pas ce que je vais chercher ailleurs. Ma clientèle a toujours été en Suisse romande, voilà, même si j'en ai à l'étranger. Et du coup, j'ai repris tout ça en main d'une autre manière. Et aujourd'hui, je suis vraiment amoureuse de mon job à nouveau, quoi. Et donc, ça t'aide vraiment au Ah oui, mes clientes, ça les aide. Mais je pense que si tu es une femme qui te dit, OK, c'est pas pour moi, ça, tu lui dirais quoi? Je ne lui dis pas, je m'en sers pas, je ne l'utilise pas. Alors, je vais l'utiliser moi, je vais regarder de mon côté. Ouais. Mais je vais pas l'utiliser avec elle. Mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive Non, Ben non, parce que chaque fois, tu m'en parles, je me disais, bon, quand Steph, on arrête cet enregistrement. Moi, j'ai 1500 questions sur mon avenir, sur où je vais, déjeuner, comment je fais et tout. J'ai mangé avec des clientes à midi, elles m'ont dit, bon, alors rendez-vous pour l'astro, là, parce que... Là, tu rigoles, mais en fin d'année, moi, je voulais tout arrêter en décembre. Mais vraiment, je me dis, c'est bon, allez, ça saoule ce jeu, c'est bon, retourner dans le salariat. Et je le dis à personne, hein, je fais mes petits exercices de tarot. Je montre en story que j'ai des trucs de tarot. Et il y a une femme qui m'appelle sur les réseaux, si elle se reconnaît Bénédicte. Elle me dit, tu voudrais pas que je te fasse ta petite révolution quand même? Je lui dis, allez, vas-y, fais-moi ma révolution. Et elle a posé 10 mots sur ce que moi, j'étais en train de vivre. Je lui ai dit, c'est pas possible, t'es dans ma tête, en fait. T'es vraiment... Et ce qu'elle m'a prédit, c'est passé au mois de janvier. Oui. Et je lui ai dit, c'est bon, t'es une sorcière, c'est possible. C'est l'astro, quand l'écho est bien pratiqué, c'est ça. J'ai une de mes clientes, elle a un gros projet depuis le début, elle m'en parle, et je dis oui. Mais, pardon. Non. Si, mais 2026. Et c'était en 2024. En 2024, on me dit, mais moi, je ne voulais pas tenir. Enfin, donc, on a quand même lancé, on fait, et ça bouge tout en 2026. Et je lui ai dit, ça, on en a parlé, on a fait les chiffres. Je lui ai dit, ça, c'est un projet à 14 millions de francs par an. Hein. On est sur des chiffres conséquents. Et elle me dit, non, ça ne sera pas, ça va être difficile. Et c'était quand? Février, j'ai envoyé un message, je lui dis, alors, aujourd'hui, Jupiter est reparti direct et il est dans un truc particulier. Et je dis, là, ça doit revenir. Et je te jure, 2 jours après, mon message me dit, mais c'est un truc de malade, en fait. À la seconde où il est reparti direct, les portes se sont ouvertes. Et il me dit, en fait moi, je m'ennuie, pour pas dire autre chose, depuis 2 ans à me prendre la tête, alors qu'en fait, il fallait juste attendre que ça reparte. Et depuis, ça ne s'arrête pas. Ah oui, ben écoute, je pense qu'il y a toujours des gens qui n'y croiront pas. Mais moi, j'ai partais déjà avec le prisme que j'y crois. Mais quand en plus tu le vis dans ta vie réelle, c'est comme pour notre maison, parce qu'il s'est passé, c'est bon, tu peux plus. Plein d'exemples de clientes comme ça, tu Tu peux plus nier. que ce soit en astrologie ou en astrocartographie, les deux. J'ai une cliente en astrocarto, je vais la voir tout à l'heure d'ailleurs. Elle part en vacances l'année dernière. On relance sa boîte, on fait carrément un truc différent. Enfin, vraiment, c'est un truc gros. Et elle part en vacances, elle part en Italie. Et sur la route, elle m'envoie des messages. Elle me dit, Steph, il y a un truc. On redémarre à zéro, en fait. On n'a pas de clients quasiment. Enfin, pas assez. Et elle me dit, c'est bizarre, je viens d'avoir une demande de rendez-vous. C'est trop, vraiment de manière surréaliste. Et tout le long de la route, jusqu'à ce qu'elle arrive en Italie, elle m'a envoyé 5 messages. Elle me dit, Steph, alors elle n'est pas trop là-dedans. Elle me dit, Steph, tu peux peut-être regarder comme je peux il y a quelque chose. Et effectivement, sur cartographie, elle arrive sur un point on a ou pas, qui est vraiment un point d'activation, mais de malade. Quand tu es dessus, ça t'ouvre les portes. Autant te dire que sa boîte, elle s'est ouverte d'un coup. Et c'est fou ça. C'est un truc de malade. Sa boîte, elle cartonne, mais à un niveau. Donc elle l'a choisi de manière complètement Pour le coup, comme ça. Elle s'est dit, je vais là. Et en fait, c'était juste. j'ai dit, mais là, tu es sur un point d'activation. Autant te dire que ça ne s'arrêtera plus. Et ça ne s'arrête plus. On est obligé de freiner des fois. Ok, alors moi, j'ai mon astrographie. Allez. Bon, avant qu'on parle de mon astrocartographie, j'aimerais faire un petit exercice avec un miroir, si t'es d'accord. Vas-y. Alors, je te mets le petit miroir devant toi. Et tu es autorisée à ne plus me regarder. Ok. Autorisée à te regarder, toi, toute seule.
Et voir à quel point tu es belle avec tes cheveux gris. Quand tu regardes cette femme aujourd'hui, toi, est-ce que tu te sens fière? Ou qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Alors, la fierté, c'est je ne connais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est vrai, c'est quelque chose que j'utilise jamais. Je suis contente de là où je suis aujourd'hui, parce que j'ai une vie dans laquelle je suis extrêmement heureuse. Je suis très, très heureuse dans ma vie. Je suis heureuse, j'aime ma vie, j'aime ce que j'ai construit, j'adore ma vie, en fait. J'ai vraiment la vie que je pensais avoir. J'ai mis du temps à construire, mais et en fait, c'est au-delà de ce que je pense. Ah. C'est au-delà de ça. Ok, je t'invite à fermer les yeux. Tu peux les rouvrir. Une petite photo de toi. Ah oui. Ouais, la petite blondinette. T'as quel âge là sur la photo? J'ai 3 ans. Oh. 3 ans. Et j'ai déjà un journal devant moi. J'ai toujours beaucoup lu. Et qu'est-ce qu'elle te dirait, cette petite fille, si elle te voyait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle me dirait, la petite? La petite, elle me dirait ça va être compliqué comme ça tout le long. Ouais. C'est là où ça a commencé à devenir compliqué. Et si toi tu l'avais en face, tu lui dirais quoi? T'inquiète, tu vas y arriver, ça va le faire. Reste tel que tu es. On m'a souvent dit que j'étais dure. C'est pas que je suis dure, c'est que je dis ce que je fais ce que je dis. Mais depuis toute petite, en fait, j'ai jamais, malgré tout quand même, depuis toute petite, j'ai toujours un caractère où je me laisse pas couler. Je refuse qu'on me cloue au sol. Évidemment, quand on a envie de te faire, les gens ont envie que tu sois Comme ils ont envie que tu sois. voilà, et que tu n'avais pas, et que tu ne suis pas depuis toute petite, à ce moment-là. Donc en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'elle dit, la petite fille, est-ce que ça va être compliqué tout comme ça jusqu'à la fin? Toi, tu lui dis Ça lui semblait compliqué, là. keep going, ça va aller. Qu'est-ce qu'elle aurait eu besoin d'entendre, cette petite fille, à cet âge-là? Je te crois. On te croit. Il n'en aurait pas plus dit ce qu'elle désirait. Tu parlais pas? Je racontais pas ce qui se passait. Parce que je savais qu'on croirait pas. Déjà à 3 ans, tu sais. Tu sais si on va te croire ou pas, et elle le savait très bien qu'on ne croirait pas. Elle a rien dit. Jusqu'à 28 ans. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que j'enlève cette petite Stéphanie? Non. Non? C'était bon. Gentiment clôturé, oui. Si tu as des femmes aujourd'hui en face de toi qui hésitent justement, qui savent pas où aller, qui se formatent, qui se mettent dans le moule, tu leur... Ouais, je vois que ça t'agace. Par quoi tu leur dis de commencer? Par quoi leur dire de commencer? En fait, c'est difficile comme question parce que chaque femme est différente, et il y a parfois des personnes qui ont besoin d'aller au bout du bout du bout avant d'accepter de se dire tu peux pas aider celui qui ne veut pas céder. Alors, c'est ce que j'ai dit encore à une cliente hier. Tu veux pas faire, genre tu vas au sport, si tu me compares à un coach sportif, si je te dis de faire 15 abdominaux, puis tu vas faire le 15e, je peux pas commencer à te tirer en fait. Non. Oui. Puis moi, j'ai vraiment une règle de base, je ne donne pas de conseils non sollicités. D'accord. Parce qu'il y a vraiment, c'est pour ça que mon métier, par exemple, je ne fais que du 100% sur mesure. Il n'y a rien qui ressemble à chaque cliente. Parce que chaque femme qui vient me voir, elle est différente. Donc il n'y a pas un truc à faire, tu penses quand même commun pour soit avoir un déclic ou un conseil que tu donnerais? C'est difficile, hein, parce que vraiment, ça dépend de chacune. J'ai envie de leur dire, faites de l'EFT, mais pas, pitié, pas de l'EFT à 2 balles. Alors, dis-nous, c'est quoi l'EFT à 2 balles? Parce que c'est comme toutes les techniques, il y a beaucoup de gens qui reprennent et qui ont appris de machin, qui ont appris de trucs. Et Ouais, un truc qu'on voit sur les réseaux là. là, ça ressemble plus à rien et c'est pas de l'EFT. Et l'EFT, par exemple, c'est un outil incroyable, mais quand il est bien appliqué, moi j'ai des gens qui m'ont dit non, ça marche pas. Et après, ils sont venus faire une séance avec moi. Je me dis, mais ça n'a rien à voir. Puis ça marche. Ah bah ouais. Mais ok. Ça n'a rien à voir. Donc, quoi qu'elle fasse, d'aller vers des personnes qui sont vraiment formées, mais correctement.
peu importe hein, ce qu'elles font, que ça soit le MDR ou autre, mais s'assurer que ce sont des personnes. Mais aller. La première chose, c'est d'ouvrir les yeux et d'accepter ce qui se passe. De réaliser et de se dire ça me plaît pas bien ce que je vis là. Et puis de pas rester dans une situation qui ne leur convient pas, c'est surtout ça. Alors je sais que c'est dur, hein. Oui. J'ai divorcé avec 2 enfants sous le bras, mais, il y a un gros mais, j'avais les moyens. Et là, la différence, elle est là. C'est de faire en sorte de s'assurer d'avoir toujours un cul de côté, parce que si tu dois pouvoir partir, il faut pouvoir le faire. Ça, t'as raison. Parce que sans ça, tu restes à où t'es, avec les mauvaises personnes, Eh oui. et tu subis. Eh oui. Bon, moi, dire pas méchant, hein, mais on Mais ne convenait plus. C'est ça. C'est ça, qu'on convenait. Juste. Et on n'a pas de compte à rendre. Oui. Finalement, j'ai tout qu'à dire. T'as vu, ça vient. On n'a pas de compte à rendre. Et si les auditrices devaient retenir 2 ou 3 choses de notre épisode, je sais, je te demande beaucoup, mais t'en es capable. Qu'est-ce que tu relèverais? Donc déjà, cette liberté financière, ça, tout faire pour l'obtenir. Ça, c'est la première chose pour moi, parce que tu peux rien faire sans ça. Ouais. Mine de rien, l'argent, c'est essentiel. Oui. Et après ça, se donner le droit d'être et de faire ce qu'elles veulent, sans se soucier des conventions. Tant que tu fais quelque chose, tu es dans la légalité, fais ce qui te fait kiffer. Tu as envie de devenir stripteaseuse, deviens stripteaseuse, c'est ce qui te fait plaisir. Mais sans se soucier de regarder les autres, parce que la vie, elle est courte. Elle est très courte. Ah oui, on en a parlé. Voilà, et tu sais jamais quand ça va. On a une date de péremption, on la connaît pas, c'est ballot. Hein. Donc, autant... Mais le problème, c'est que la société aujourd'hui nous donne cette impression que nous sommes immortels. Oui. Alors qu'on ne l'est pas. Non. La preuve. Donc, pour moi, c'est important de toujours se rappeler ça. Et c'est pas juste une phrase dite comme ça, c'est pas une jolie phrase, c'est une réalité. Et de dire, si ce que je vis maintenant ne me convient pas, je me pose et je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Et des fois, ça peut commencer par un petit pas. Mais bien sûr, d'ailleurs, c'est toujours un petit pas. C'est toujours un petit pas, en fait. Mais c'est au moins de se prendre le temps, parce que les femmes ne prennent jamais le temps, à se garder, je sais pas, 1 heure, 2 heures, d'aller au bord de rivière, faire ce que tu veux, mais te poser et te dire, je me crois, moi, vraiment, où je veux aller. Et se sortir de la tête que c'est impossible. Mais évidemment, sans argent, c'est impossible. On en met toujours à ça. Mais on met un plan. Tu mets un plan, même si c'est des petits pas, peu importe, même si ça prend 5 ans, c'est pas grave, mais en tout cas, aller vers ce qu'on veut, parce que pour moi, la pire des choses, ça serait d'arriver au bout. Tu vois, ce qui me permet d'être heureuse aujourd'hui après la mort de Sébastien, c'est qu'il est mort heureux. C'est que les 2 dernières années de sa vie, il disait toujours, je suis un homme entretenu. Mais c'était tellement génial. Et en fait, il a fait que les choses qu'il aimait. Il est pas mort en travaillant comme un mulet. Oui. Il était heureux, on a voyagé, on s'est amusé. Je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais en tout cas, faire des choses qui nous plaisent. Qui te nourrissent, quoi. Exactement. Chaque jour, il doit être, faire en sorte que... des fois, on se lève le matin, on n'est pas très bien, c'est comme ça. Oui. Moi, si je vais pas le matin, ça va pas bien, je fais de l'EFT. Parce que je sais pas ce qu'il y a, mais je sais qu'il y a un truc, donc je l'élimine, en fait. Comme ça me pollue pas. Parce que les femmes ont cette tendance à absorber. Oui. Surtout ce qui ne leur appartient pas. J'en ai quand même. On n'est pas responsable des humeurs des autres, des émotions des autres. Ni de la manière dont ce que l'on dit est réceptionné par les autres. Parce que les femmes ont très très peur de ce qu'elles peuvent dire. Ça peut être mal perçu, c'est pas ton problème. Tant que t'es pas insultant, que t'es pas vulgaire ou autre, oui. T'as le droit d'exister, ta parole compte. Ça, c'est beau. Ta parole compte. Et si t'avais Stéphanie de 2020 devant toi, tu lui dirais quoi? Tu vas réussir à devenir heureuse. Parce qu'à l'époque, j'avais le sentiment que plus jamais je serais heureuse. Et pourtant, oui. Aujourd'hui, t'as le sourire, t'es arrivée illuminée. Je vis des belles choses, donc c'est chouette. Merci Stéphanie d'être venue là. Où c'est qu'on te retrouve pour travailler avec toi? Moi, je sais qu'on va se retrouver toutes les mois de novembre pour la résidence où tu interviens. Notamment, tu vas parler d'EFT. Oui. Je suis en train de me demander si on va pas pousser un peu plus ton atelier maintenant. Je me dis, allez, je vais leur faire toute de l'EFT à tout le monde. Ouais, je sais. Je vais retourner chez moi pendant 1 heure. Ça, donc voilà, du 26 au 29 novembre, tu seras avec moi pour un atelier. Mais au dehors de ça, on me retrouve sur Instagram. Donc, je m'appelle la stratégie du citron. Voilà. Pourquoi, ailleurs? Parce qu'en 2018, j'ai changé de nom. J'en avais marre de l'ancienne qu'on ne venait pas. Et j'ai demandé à mes clientes de l'époque. Et j'habitais à ce moment-là, en 2019, au Portugal, en 2019. Et j'avais un citronnier dans le jardin. Et elle le savait.
Et il y en a une qui alors moi, c'est pour ça qu'il y ait le mot stratégique, hein, c'est quand même mon job, hein. Et il y en a une qui dit: «Non, mais vous nous pressez comme des citrons pour extraire le meilleur de nous-mêmes». Ma tagline, c'est: «Ça pique, mais c'est efficace». Et du coup, c'est devenu stratégie du citron. Voilà. Ah, j'adore. OK. Voilà. Bah, merci Strategiesform.com, on trouve et puis Instagram. pour travailler avec toi. Ouais, j'adore. Bah, merci beaucoup Stéphanie. Merci infiniment, c'était un vrai plaisir. Oh, c'est gentil. Ouais, vraiment. Et ben merci d'être venu partager ces moments ensemble, d'avoir parlé de 2 histoires, très personnelles. On peut le dire, ouais. On se retrouve bientôt. Si tu as aimé cet épisode, je compte sur toi pour le partager, pour le commenter, pour mettre une petite étoile. C'est grâce à toi que le podcast grandit, c'est grâce à toi que les épisodes vivent et se partagent. En tout cas, je te dis déjà merci et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Top! Merci.